et bienvenue dans The Big Shift. Je parle aux auditeurs, je parle aussi aux 3 personnes qui sont en face de moi. C'est la première fois qu'on a autant de monde dans The Big Shift. Alors on a parlé à plusieurs reprises de nouveaux récits, de comment est-ce qu'on engage les gens dans la transition écologique en leur montrant ce que c'est qu'un futur souhaitable, en essayant de transformer ce qu'on a imaginé, donc avec Cyril Dion, mais avec beaucoup d'autres personnes aussi. Ça peut servir pour représenter aussi concrètement ce qu'on va vivre et pas uniquement ce qu'on aimerait pouvoir vivre ou transformer des imaginaires collectifs. Et aujourd'hui, pour la première fois, on met ça en situation. Pour de vrai, on va vous expliquer ce que c'est qu'une France à plus de degrés, ce qu'est la réalité, ce à quoi on va se confronter finalement assez rapidement, parce que les objectifs ont l'air quand même de nous emmener vers ces plus de degrés assez rapidement, plus rapidement que prévu. Et pour ça, donc, je suis avec toute une équipe, et je vais vous laisser vous présenter chacun, parce que vous le ferez bien mieux que moi, et beaucoup plus rapidement, je pense. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Orléna Afkarios. Et du coup, je fais partie du cabinet de conseil BL Evolution. Donc, on a lancé le projet La France à 2 degrés. Et du coup, je suis accompagnée de mes 2 collègues que je laisse se présenter également. Bonjour, moi c'est Alexandra Vattier, donc je travaille chez BL Evolution et mon métier c'est de travailler aux côtés des collectivités territoriales pour les aider à faire des stratégies sur le changement climatique, donc autant pour réduire leur impact que pour s'adapter à ses conséquences. Et bonjour, donc Baptiste Salmon, je suis aussi au cabinet BL Evolution et en parallèle, je suis doctorant au sein de l'université de Paris-Saclay et de Versailles et je fais une thèse sur les pertes liées au changement climatique, en particulier pour des communautés qui sont très exposées au changement climatique, par exemple élévation du niveau de la mer, fin d'une activité économique emblématique, donc plutôt des pertes intangibles. Ok, alors on va essayer de prendre le contexte de qu'est-ce que c'est que la France à 2 degrés, puisque c'est votre projet. On a parlé d'adaptation et de maladaptation il y a quelques mois avec Juliette Nouel, mais j'aimerais peut-être qu'on redéfinisse rapidement ce que c'est qu'une adaptation et qu'une maladaptation, ce qui peut nous amener du coup à des augmentations de la température et d'autres effets. C'est quoi l'adaptation dont on a besoin aujourd'hui ? Alors, on peut prendre l'adaptation sous différents angles. Enfin, il y a l'adaptation réduire ses vulnérabilités, donc réduire les vulnérabilités d'un territoire. On peut avoir des adaptations plus transformationnelles, mais ça va être surtout un ajustement des systèmes actuels et futurs à des réponses de stimuli climatiques actuels ou futurs, et avec pour réponse on va dire des bénéfices, des coûts-bénéfices pour les mesures d'adaptation qui sont mises en place. Et donc ça, c'est plutôt la définition, on va dire, reprise du GIEC de l'adaptation. Et une maladaptation, c'est quoi exactement ? Moi, je trouve que c'est assez difficile à décrire comme ça, mais en gros, ça doit ne pas répondre à certains critères du style justice et équité. Est-ce que ma mesure d'adaptation répond à ces critères-là ? Est-ce que c'est une mesure d'adaptation qui va être efficace ? Est-ce qu'elle va être également faisable ? Enfin, voilà, on peut regarder plusieurs angles. Et une mesure d'adaptation peut avoir des coûts-bénéfices, peut être une bonne mesure d'adaptation, mais si on prend un différent angle, elle peut vite devenir une maladaptation, en fait. Oui, puis pour compléter, il y a aussi toute la dimension par rapport à la maladaptation et l'adaptation de manière générale qui est liée aux valeurs des acteurs qui veulent mettre en œuvre une mesure d'adaptation. Comme chaque acteur, donc que ce soit un agriculteur, le gouvernement ou des citoyens, n'importe qui, a ses propres les propres choses qu'il valorise lui-même. Donc par exemple, un agriculteur, ça peut être valoriser le fait que il veut que sa récolte de maïs, par exemple dans le sud de la France, elle arrive à son terme. Mais un autre agriculteur, ça peut être moi, ce que je veux, c'est que juste mon exploitation, elle survive au changement climatique et aux effets futurs du climat. Et donc peut-être que l'idée, c'est de ne plus faire de maïs dans le sud de la France où on a des gros problèmes d'eau. Et donc en fonction des valeurs et des objectifs des acteurs, on va avoir des mesures d'adaptation qui sont très différentes. Et donc aussi, par exemple pour l'agriculteur qui veut faire du maïs, d'une certaine manière, ce qu'il fait, ça peut être une forme de maladaptation. Si on prend, si on recule un peu en arrière et qu'on prend un peu de recul à l'échelle du territoire. Alors que pour lui, ce serait le fait d'abandonner le maïs, peut-être, qui serait une forme de maladaptation. Donc là, je relativise ça dépend de la taille de la lunette avec laquelle tu observes le problème, quand même. Ouais, puis je suis issu des sciences sociales, donc forcément, j'ai un regard un peu relativiste sur les choses, mais il faut avoir ça aussi en tête, parce que un autre exemple, c'est on a des communautés, par exemple, au Pays de Galles, où on a pris la décision, l'agglo a pris la décision de relocaliser le village d'ici 10 ou 20 ou 30 ans parce qu'il est exposé à la montée des eaux, mais ils n'ont pas consulté les habitants avant de le faire.
Et donc les habitants l'ont appris dans la presse, tu vois. Et donc forcément, effondrement du prix de l'immobilier, enfin ça a créé une forme de désastre sans qu'il y ait eu de catastrophes vraiment climatiques qui se produisent. Et donc ça, est-ce que c'est pas une forme de maladaptation finalement ? Une spéculation climatique Ouais, tu vois, d'une certaine manière, ouais. Et donc qui en fait, tu veux mettre en place une mesure d'adaptation et en retour, tu te retrouves avec une forme de maladaptation, quoi. Ok, mais alors du coup, c'est quoi la France à 2 degrés ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir s'adapter, donc on parle du verbe s'adapter comme un verbe un peu d'action, effectivement, il faut arriver à se projeter dans qu'est-ce qu'on va devoir vivre, face à quoi on va devoir vivre, pour justement mettre en place dès maintenant des mesures qui vont être à la hauteur de ces impacts-là. Donc c'est ça, s'adapter, c'est prendre du recul dès aujourd'hui sur les futurs possibles et les impacts possibles. Donc la France à plus de degrés, c'est le référentiel du changement climatique dans le monde, de se dire qu'est-ce que ça donnerait en France les conséquences d'un réchauffement mondial de plus de degrés. Donc à savoir qu'aujourd'hui, on est plutôt plus 1,1, 1,2 degrés à l'échelle mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est un futur plus ou moins proche selon effectivement la vitesse à laquelle le réchauffement va, mais ça reste quand même un futur probable. En France, on est déjà à plus que 1,4 ou 1,5. Plus 1,5. Ouais. La France se réchauffe plus vite que le monde, les continents se réchauffent plus vite que les océans, donc plus de degrés, c'est une moyenne mondiale qu'on entend souvent dans les médias par exemple, parce que ça a été l'objectif qui a été défini, le seuil à ne pas dépasser qui a été défini lors de la COP21 en 2015, et du coup c'est un seuil qu'on entend tellement qu'on a besoin aussi de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. On a besoin de comprendre que quand on parle de rester sous les 2 degrés, ça veut déjà dire subir plus de degrés. Ça veut aussi dire qu'il va y avoir, quoi qu'il arrive, des conséquences. On le prend souvent comme un objectif, mais c'est aussi, ça reste un seuil à ne pas dépasser, un seuil qui met en péril les conditions d'habitabilité. Et donc, ce qu'on a voulu voir, c'est qu'est-ce que nous, en France, ça donnerait ce genre de réchauffement climatique, ce niveau de réchauffement climatique, avec des exemples très concrets. Parce que le plus de degrés, son défaut, c'est que c'est un petit nombre. On sait que le cerveau a du mal à comprendre les petits nombres, ça c'est assez bien documenté. Quand on parle probabilité, etc., on a du mal à ressentir finalement ce que ça veut dire. Et encore plus quand on parle de climat, parce que ça reste des moyennes sur des décennies. Ça reste, on vient de le dire, une moyenne mondiale, donc encore moins concrète que quelque chose qu'on peut ressentir quand on sort dehors et qu'on parle de température du temps qu'il fait aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment cette traduction de se dire plus de degrés à l'échelle mondiale, qu'est-ce que ça donne, moi, dans un quotidien, d'un personnage, d'une situation, dans un métier, dans un paysage, qu'est-ce que ça pourrait donner. Évidemment, on n'est pas là pour lire l'avenir, mais on a quand même, il y a énormément de connaissances aujourd'hui qui sont diffusées de partout, et il y a un petit enjeu à faire en sorte que cette connaissance puisse être encore plus vulgarisée et parlante surtout, et quelque chose qui nous fasse ressentir qu'on rende ce réchauffement-là tangible, ces conséquences-là, pour, in fine, mieux les anticiper et moins être en réaction. Pour rendre la chose un peu concrète, parce que donc on dit à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est que ces situations ponctuelles qu'on pourrait vivre, on vous a préparé une maxi-prod sur The Big Shift. J'espère que vous êtes prêts, parce que donc, cette petite équipe de la France à 2 degrés a créé des récits qui permettent de se projeter dans un futur pas si lointain que ça, et qui soit très ponctuel, particulier, dans des situations spéciales qu'on pourrait vivre. Et on a décidé de vous en recréer une dans The Big Shift. Donc là, sit back and relax. Vous avez 5 à 10 minutes où on va vous lire. On a pris le temps de faire cette petite voix off. On va vous lire un récit qui a été imaginé par la France à 2 degrés, que vous pourrez trouver sur le site internet lafranceà2degrés.fr, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on vous explique juste après comment ça marche et ce que vous allez comprendre de ce récit-là. Et en attendant, bonne écoute. Lorsque Charlie ouvre sa porte d'entrée, un vent frais soulève ses mèches de cheveux. Elle ne se souvient pas de la dernière fois qu'il a neigé autant et aussi bas à 1000 mètres. Cela donne d'ailleurs pas mal de fil à retordre aux stations de montagne de la région, situées certes plus haut, mais qui ont été surprises, comme tout le monde. Charlie s'étire, fourbu. La semaine a été chargée, avec pas mal de problèmes non résolus à la station de montagne Valençonnette, pour laquelle elle travaille en tant que chargée de préservation de la ressource en eau. Elle se rend au café de son village et s'installe en terrasse pour profiter du soleil. Elle ferme les yeux et laisse les rayons réchauffer son visage. Elle reconnaît les pas de son ami qui s'approche sur la terrasse en bois. Salut Léo, comment ça va ? Très bien, et toi ? Pas trop dur la semaine ? M'en parle pas. La montagne est remplie de touristes, c'est l'enfer à gérer.
je ne comprends pas que la station d'Hiver Bonheur continue à communiquer sur la neige. Ouais, c'est pas si surprenant. Ils ont les dernières remontées mécaniques de la région. Faut bien qu'ils en profitent. Oui, mais c'est fou qu'il y ait autant de monde malgré le prix du forfait. Ils l'ont multiplié par quoi ? 2, 3 ? Vu la baisse de la fréquentation et l'augmentation des coûts de l'énergie ? Léo secoue la tête, l'air dépassé. Bon, du coup, je te sers quoi ? Un chocolat chaud, s'il te plaît. D'accord. Par contre, je te préviens, le lait ne vient pas d'ici. Comment ça ? C'est pas le lait de Gigi ? Non, son troupeau a pris un sacré coup cet été. Il a perdu les 3/4 de ses bêtes, il arrive au bout de ses stocks de lait. J'espère que ça va aller pour Gigi. Son téléphone sonne. Tiens, pourquoi Isidore m'appelle ? À l'autre bout du fil, la voix de son collègue de travail lui semble paniquée. Allô Charlie, ça va ? Dis-moi que t'es dispo, on a une énorme urgence. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le village de la Haute se retrouve sans eau. Quelque chose a dû péter dans les conduites d'eau. Je passe te chercher, on file à Hiver Bonheur. Quel rapport avec Hiver Bonheur ? Tu sais le raccordement qu'ils avaient installé au réseau d'eau potable l'année dernière. Je pense qu'il a lâché à cause de l'afflux de touristes en station. Ils ont installé ça n'importe comment et ont tiré beaucoup trop d'eau, y compris pour la neige artificielle. Hein ? Et les 2 retenues collinaires ? À sec. Ils ont fait tourner les canons à neige tout le mois de décembre, jusqu'au flocon de ce début de semaine. Ils tirent sur leur quota eau équitable. Ça urge Charlie, non seulement la Haute n'a plus d'eau, mais en plus ce sont des centaines de litres d'eau potable qu'on bazarde. Faut qu'on aille leur donner un coup de main. Ok, je suis à la terrasse, tu es avec ta camionnette ? Ouais, j'arrive. Isidore se gare devant le café. Charlie monte dans la camionnette qui démarre en silence en direction de la station Hiver Bonheur. La route a été difficilement dégagée. Charlie jubile de voir tout ce blanc qui perturbe ses sens, dissimulant sous son manteau merveilleux tous ces lieux qui lui sont familiers. Les maisons sont devenues méconnaissables, leurs traits arrondis par la neige. Les chemins dérobés maintes fois foulés deviennent des sentiers vers l'inconnu, au milieu des forêts, où les calocèdres côtoient les chênes pubescents et espèces exotiques qui s'épanouissent depuis une dizaine d'années. De rares épicéas se dressent parfois, vestiges d'une espèce autrefois endémique balayée par la sécheresse, les incendies et les épisodes de scolytes de plus en plus sévères. Dans les rues de la station Hiver Bonheur, le monde qui se presse sur les trottoirs surprend Charlie. La grande station de ski en plein déclin n'a plus reçu autant de vacanciers depuis au moins 10 ans. Au fond d'elle-même, même si Charlie est heureuse pour quelques-uns de ses amis qui y tiennent un commerce, elle ne peut que ressentir une forme d'amertume. Le modèle est à bout de souffle. Il aurait tout à fait été possible de le repenser 20 ans en arrière en s'inspirant de la démarche de la station Valençonnette qui s'est très bien adaptée à la fin de la neige en repensant totalement son modèle économique dans les années 2020. Mais en faisant le choix de tout miser sur le ski et la neige de culture, Hiver Bonheur s'est condamné. Ce n'est pas un événement exceptionnel qui la remettrait sur pied. La camionnette s'extirpe de la station et met le cap vers la terrible fuite d'eau. Welcome back sur The Big Shift. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce récit-là. En tout cas, que vous avez compris ce que ça pouvait impliquer de vivre à plus de degrés dans certaines parties du monde. Alors là, on a pris l'exemple de la montagne, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des récits sur la montée des eaux, il y a des récits sur les incendies en forêt. Il y a beaucoup de choses différentes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce récit ? Celui du tourisme qu'on a lu ? Celui qu'on a lu, ouais. Alors pourquoi vous avez choisi de l'écrire plutôt que pourquoi est-ce qu'on a choisi de le lire aujourd'hui ? Parce qu'on avait beaucoup de choix aujourd'hui, ça s'est surtout orienté parce qu'il y avait 4 voix et que c'était sympa. Ouais, en fait, aujourd'hui, bien sûr, les conséquences du dérèglement climatique, on les voit déjà. On a dit tout à l'heure qu'on n'était pas encore à plus de degrés, mais ça n'empêche que les conséquences, on les ressent déjà quand on subit des canicules comme l'année 2022, pour ne citer qu'elle. Les agriculteurs, évidemment, pâtissent aussi de ça quand on parle de questions de la ressource en eau. Donc, on a choisi un peu des situations qui nous parlaient parce que, comme on l'a dit, on a une expérience un peu plus terrain. On n'est pas des rédacteurs, c'est pas notre métier. Donc, on est parti de situations qu'on connaissait ou en tout cas qu'on avait observées. Et donc, en l'occurrence, la question de la moyenne montagne, on a pu l'observer dans certains des territoires. C'est aussi une sensibilité un peu personnelle. À titre personnel, moi, j'ai grandi dans le massif des Bauges en Savoie. Donc, on avait de la neige à 500 mètres quasiment à chaque Noël. Donc, il y a quelque chose comme ça où ça nous touche. Il y a des choses, en fait, ce qui est intéressant dans celui qu'on vient de parler, c'est que souvent, on va parler des conséquences et de ce qu'on va voir, ce qu'on va subir, la chaleur, la sécheresse. Et là, ce récit-là, il parle de ce qui va disparaître. Et du coup, il nous interroge aussi sur notre attachement aux choses, notre attachement à l'identité d'un territoire. Évidemment, l'identité d'un territoire de montagne est
forcément façonnée autour de la neige. On fait un zoom sur l'activité de ski, mais c'est réel aujourd'hui dans des territoires, c'est la principale économie locale. Donc il y avait un truc un peu de prendre le contre-pied en disant bon, déjà on va parler de ce qui disparaît et en fait on va le prendre sous l'angle quand ça réapparaît, à quel point on est plus prêt à faire ça. Et c'est ça que j'aime bien dans ce récit-là et qui nous a vraiment intéressés, c'était de prendre le contre-pied en se disant finalement petit à petit voilà, ça va, au fil de l'eau on va se déshabituer et donc on sera plus prêt à faire face à des situations qui il y a 20-30 ans étaient le quotidien. Et ça montre aussi la capacité à la fois de l'humain à s'adapter à des nouveaux référentiels, ce qui est aussi un des défis dans le changement climatique, c'est de s'adapter, comme je disais, en anticipation et non en réaction, mais aussi à ce qui montre aussi notre perte d'habitude par rapport à des situations. Et donc, à quel point elles peuvent devenir problématiques parce que on a réorganisé nos systèmes par rapport à une situation. En l'occurrence, le fait qu'il n'y ait plus de neige. Et donc, on montre... Ce qui est aussi intéressant dans ce récit, c'est qu'il y a plusieurs situations qui sont décrites. Peut-être on peut le dire aussi, le but des récits, c'est pas de dire ce qu'il faut faire. On n'est pas en train de dire comment les montagnes... doivent être gérées. Voilà, doivent être gérées, exactement. C'est vraiment pas ça. C'est d'ouvrir des trajectoires possibles, de montrer effectivement les effets délétères de certaines trajectoires, de parler de la question de la ressource en eau, de son accaparement par certains systèmes économiques, par certains acteurs d'un territoire. Et en fait, la question des ressources, elle est aussi au cœur de ce récit-là, en se disant comment, dans un espace donné, un territoire, c'est un espace donné, comment on partage un bien commun et comment, du coup, on s'organise face à un bien commun dont la disponibilité est mise à mal. C'est quoi chacun, vous avez donc écrit 6 récits 6. C'est quoi chacun votre récit préféré? Donc aujourd'hui, je pense que toi, il y a une résonance particulière avec ce récit montagnard. Vous, c'est quoi vos préférés, Léna et Baptiste? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit les récits à chaque fois à 6 mains. Mais dans les faits, on avait certains récits sur lesquels on a plus ou moins travaillé. On a un peu choisi quel secteur et quel territoire nous parlait le plus. En fonction de vos appétences personnelles, de votre passé, de votre vécu. Exactement, ouais. Exactement, tout à fait. Pour ma part, par exemple, c'est le streamer et le papillon, parce que ça parle de Haute-Provence. Donc moi, je suis originaire de Haute-Provence. Ça se voit plus dans l'accent parce que je l'ai éliminé, mais il est toujours un peu là quand je parle avec mes amis. Et c'est un récit qui traite de biodiversité, mais qui traite surtout de paysages qui changent, de forêts, d'incendies dans le sud de la France. Et c'est vrai que la Haute-Provence, surtout autour de la montagne de Lure, on est sur des altitudes qui montent aux alentours de 1000 mètres, 1008 pour la montagne de Lure, donc on est sur les préalpes déjà. C'est pas des zones où il y a particulièrement beaucoup de garrigues, comme on peut imaginer, tu vois, la Provence, comme on l'écrit, la Provence pagnolesque de Aubagne, de Marseille, tout ça. Et en fait, dans un monde à plus de degrés, avec des espèces qui ont tendance à migrer de plus en plus vers le nord, avec davantage de risques incendie, on a des biomes, on a des endroits où la végétation va complètement changer. Et elle est déjà en train de changer. Et donc, dans ces zones-là, ce qui me tenait à cœur, c'était de décrire justement la Provence que j'aime, la Provence à laquelle je suis attaché, qui est une Provence de transition entre la Méditerranée et les Alpes, va se transformer en une Provence de Méditerranée pure et dure, avec des forêts beaucoup moins denses, des espèces par exemple de chênes qui vont monter de plus en plus au nord et de plus en plus en altitude, et les conifères qui aussi vont tendance à monter en altitude. Et il y a une deuxième chose que j'aimais bien, que j'ai voulu développer dans ce récit, c'était créer aussi un contre-pied un petit peu comme on l'a fait sur Ça sent le sapin, et d'imaginer que c'est un streamer comme tu peux imaginer Squeezie ou Joyka ou tous ces youtubeurs ou streamers assez connus qui décident de faire un stream sur le changement climatique, sur la biodiversité. Et donc tout le propos de ce récit, c'est le streamer qui parle avec un spécialiste de la biodiversité en Haute-Provence et qui est en même temps a le chat qui réagit au fur et à mesure. Donc j'espère qu'un jour ou l'autre on aura des streamers connus, célèbres, tu vois, suivis par des millions de personnes qui pourront faire ce type de stream. Ouais, on disait que le jour où Squeezie et Léna Situation se mettent à parler de changement climatique, ça ferait basculer le monde. Mais... Pour l'instant, c'est Jet Explorer, ouais. Espérons encore. Mais c'est un bon récit pour se mettre ça en tête, ouais. Et toi, du coup, c'était quoi, Léna? Alors moi, ça va plutôt être Danse avec les vagues. Parce que du coup, j'ai vécu 10 ans à Tahiti, donc voilà, je voulais
on en a discuté, on voulait représenter la France dans plusieurs régions, territoires, et ne pas oublier également les Outre-mer, parce que c'est un peu les oublier, surtout la Polynésie. On parle souvent des Antilles, Réunion, Guyane et tout ça, mais la Polynésie, beaucoup moins. Et du coup, c'est vraiment une région qui me tient à cœur, parce que j'ai vécu là-bas et auquel je suis attachée. Et là, on va vraiment parler de tous les aspects, montée du niveau de la mer, inondation également, et du coup, tout ce qui est lié aussi à la relocalisation. Donc, c'est pas des choses qui sont encore visibles en Polynésie, en tout cas, française, mais ça pourrait être une trajectoire possible, en tout cas, dans un futur pas si lointain que ça, parce qu'on a des petits atolls qui sont vraiment à quelques mètres au-dessus de la mer, donc des petits motus. Et voilà, il suffit qu'il y ait une tempête ou qu'il y ait un niveau des montées des eaux qui s'accélère, où voilà, ils vont être très vulnérables par rapport à ça. Donc voilà, en retranscrivant un peu autour de ce récit, j'y parle aussi de tout ce qui est culturel, attachement aussi à la terre, parce que là-bas, il y a un attachement vraiment à tout ce qui est local. Donc ce qu'on a essayé de le retranscrire en tout cas dans le récit, avec voilà, des termes, des mots en tahitien et tout ça. Donc voilà, on a pris un peu cette liberté-là. Puis il y a le récit aussi sur l'agriculture, donc qui n'était pas vraiment facile, parce qu'on n'a pas de compétences vraiment tous les trois sur ce secteur. Mais on a essayé de il y a un enjeu super important en ce moment. Voilà, exactement. Donc on a essayé d'imaginer là dans ce récit carrément un nouveau modèle de coopérative où les agriculteurs, agricultrices seraient rémunérés par les territoires. Donc on a vraiment poussé le bouchon un peu loin en imaginant vraiment un nouveau modèle. Puis voilà, en parlant aussi des impacts, surtout liés à tout ce qui va être sécheresse, canicule, mais aussi inondation. Donc voilà, on a quand même beaucoup d'impact dans ce récit également. On a parlé beaucoup ces derniers temps de créer des récits désirables, de créer des futurs souhaitables, de transformer l'imaginaire collectif, d'essayer de mettre des nouveaux désirs dans la tête des gens. Est-ce que là, vous avez l'impression d'avoir créé des utopies, des dystopies, ou juste d'avoir décrit quelque chose qui est complètement réel et qui est proche ? On a tous envie de répondre. Allez-y. Battez-vous, c'est là. Ouais, rapidement. En fait, effectivement, le vecteur récit devient de plus en plus commun, et il a beaucoup d'atouts. En fait, et c'est vrai que nous, on a voulu s'appuyer sur ces atouts-là, le fait que ça permette de mettre, comme tu as dit, des choses dans la tête des gens, que ça permette de visualiser des choses, parce que c'est sûr que quand on lit un rapport du GIEC ou une synthèse de Météo France, ça nous touche pas forcément. Donc nous, on s'est dit, on a envie d'aller un peu plus loin que ça, et on ressent, on voit cette forme de déni parfois qui a lieu et qui n'est pas facilité par le fait que c'est des chiffres, que c'est des moyennes, comme on a dit tout à l'heure. Donc le vecteur récit nous a semblé utile pour ça. Après, la partie utopie ou dystopie, en fait, nous, notre but, c'était pas de dire, encore une fois, est-ce que c'est un aspect positif ou pessimiste de la situation. Léna le disait à l'instant, sur l'agriculture, en fait, il y a des impacts qui vont être assez dramatiques. La question, c'est comment ça touche ce secteur, comment ça peut toucher une personne, en l'occurrence, puisqu'on parle vraiment d'ouvrir une page de vie d'une personne, hein, on parle pas de... C'est pas une étude sur la France entière. Et comment ça va toucher cette personne, et comment du coup on imagine que ça bouleverse sa vie. Et donc c'est ça, c'est des pages de vie où on observe les bouleversements. Donc effectivement, c'est plus une approche réaliste. Voilà, entre dystopie et utopie, je dirais que c'est réaliste dans le sens où ça a été une retranscription aujourd'hui de ce qu'on sait en termes de modèle climatique. Peut-être Baptiste parlera de la jauge de confiance pour parler de comment on a essayé de retranscrire ce qu'on est sûr, ce qu'on est plus ou moins sûr, ce qui va arriver. Mais c'était aussi d'ouvrir des trajectoires et de montrer qu'il y a plusieurs chemins possibles. Dans beaucoup des récits, en tout cas, on essaye de faire intervenir plusieurs personnages qui ont des points de vue différents, pour aussi ouvrir des débats. On ne sait pas ce qui va arriver, et c'est aussi une forme de vulnérabilité. Il faut accepter cette incertitude. Quoi qu'il arrive, il se passera... on est à peu près sûr que ça ne se passera pas comme on l'a décrit. Mais par contre, on a besoin d'en parler, on a besoin d'ouvrir les yeux là-dessus et de sortir du déni. Et pour compléter, on n'a pas... on se projette dans un futur, donc évidemment, il y aura des choix d'ici là auxquels on ne sait pas, en fait, on n'est pas certain. Donc il y a certains récits, on a fait certains choix fictifs, hypothèses, on va dire, socio-économiques futures. Et tout ça, pareil, on l'a surligné, en fait, on l'a expliqué dans une jauge de confiance. On peut faire une petite transition, justement.
Mais voilà, c'est comme disait Alexandra, c'est vraiment une situation, une page, enfin un quotidien possible futur. Mais on n'est pas sur quelque chose de forcément réaliste. Enfin, on s'est appuyé vraiment sur ce qu'on voyait, enfin les sujets émergents. Par exemple, pour l'agriculture, je reviens dessus, mais on parle aussi beaucoup de tout ce qui est intelligence artificielle. Mais en regardant des études, en se penchant sur le sujet, on voit que c'est des choses qui sont déjà visibles. Enfin, c'est déjà utilisé en tout cas aujourd'hui, donc pas forcément que en France. Et c'est c'est des choses sur lesquelles on s'est appuyé parce qu'on s'est dit que ça allait sûrement continuer dans ce sens. Donc la jauge de confiance, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En fait, vous n'avez pas juste décidé d'écrire des récits en vous disant il y a des chances que ça arrive. Et d'ailleurs, vous l'aurez pas en version audio, mais je vous recommande d'aller sur le site, on mettra le lien en description de toute façon. Sur chacun des récits, à chaque fois que vous donnez une indication sur une situation qui peut apparaître, sur un élément très particulier, vous surlignez dans le texte et vous expliquez d'où vient la source de cette information. Comment est-ce que vous avez créé ça du coup? En fait, on s'est inspiré de ce que fait le GIEC, mais de manière beaucoup plus simplifiée, bien entendu. Pour écrire nos récits, on est parti de secteurs et de territoires qui nous parlaient ou qui nous semblaient vraiment importants. En l'occurrence, comme disait Orléna, on n'était pas spécialiste de l'agriculture, mais ça nous semblait très important d'en parler. Par contre, sur la Haute-Provence, avec les questions de changement forêt, ou sur la neige en moyenne montagne, ou sur la Polynésie, on se sentait beaucoup plus à l'aise et donc on voulait en parler aussi parce que ça nous tenait à cœur. Et donc à partir de ce qu'on voulait faire, il fallait qu'on regarde ce qui existait aussi en matière de données, de modèles climatiques, d'études les plus sérieuses possibles. Donc on a épluché le dernier rapport du GIEC, une foule de rapports réglementaires institutionnels publiés par des institutions françaises ou internationales. On a regardé la littérature scientifique. Et à partir de là, on est allé regarder quel était le consensus sur certains aléas climatiques. Tu vois, est-ce qu'il y aura plus ou moins d'incendies dans un monde à plus de degrés en Provence? Et on n'est pas parti du principe que oui, ça nous semble logique que c'est le cas. Non, on est allé regarder combien de pourcents de risques en plus, etc. Et donc on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est que on écrit des récits de fiction, et ces récits de fiction en eux-mêmes, ils doivent être intéressants à lire, c'est-à-dire que même si tu lis pas, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, même si tu lis pas la jauge ou que tu lis pas les notes de bas de page, l'histoire en elle-même, elle doit être intéressante, parce qu'il y a l'aspect fiction qui est vraiment important, donc avec des péripéties, tout ça. Mais il faut aussi que les lecteurs et lectrices puissent se retrouver scientifiquement, est-ce que c'est solide ou pas. Donc on a établi cette jauge de confiance. C'est en fait simplement on a surligné le texte en couleur dans des endroits vraiment clés où on s'est dit là il faut qu'on puisse dire pourquoi est-ce qu'on avance telle ou telle chose, avec 3 niveaux de couleurs, jaune, rouge et vert, pardon. Vert, c'est on observe déjà ces changements, donc c'est vraiment des tendances actuelles, et en plus de ça on a des études scientifiques et des modèles qui vont dans le sens d'une aggravation de ce phénomène à l'avenir. Jaune, c'est il y a un peu plus d'incertitude, on n'est pas complètement sûr que ça va s'accroître ou on n'observe pas encore ces phénomènes, mais globalement les modèles vont dans le sens d'une aggravation, enfin de l'apparition de ce type de phénomène sur tel ou tel territoire ou secteur. Et enfin, rouge, là c'est plus incertain. Il y a certains modèles qui penchent vers plus de précipitations, d'autres vers moins de précipitations. Il y a des choses qu'on n'observe pas du tout aujourd'hui, mais probablement à l'avenir ça devrait s'accroître, mais on n'est pas encore complètement sûr. Et donc à ce moment-là, nous c'est un choix qualitatif de notre part de dire dans notre récit on a quand même envie de partir du principe de faire l'hypothèse que ça va se produire. Donc on va simplement surligner en rouge en disant là on a une incertitude. Et juste pour ajouter, sur le site, ce qu'on a fait c'est que donc il y a cette jauge. Et sur chaque endroit où il y a la jauge, il y a une note de bas de page. Alors, dans les faits, sur un site, c'est pas une note de bas de page, c'est une pop-up. Mais dans les PDF qu'on a fait, c'est plutôt des notes de bas de page. Et là, on retrouve toutes les sources avec une petite explication à chaque fois pour dire, voilà, donc ça, c'est l'AR6, donc le 6e rapport du GIEC, deuxième volet, vous trouvez à la page 1854. Comme ça, les gens peuvent directement, surtout si c'est des personnes expertes, peuvent aller directement regarder dans les rapports. Vous êtes enfilé les rapports du GIEC, page 1800 ou pas?
Ouais, toi oui, pour le doctorat. Oui, mais de toute façon, ça paraît énorme comme ça, mais en soi, c'est juste faire de la recherche par mots-clés dans un document qui est extrêmement complet, quoi. Par région, voilà. Ou par région, etc. Les rapports du GIEC sont extrêmement bien faits. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose d'insupportable, de très difficile à lire. Mais dans les faits, tu vois, t'as des chapitres Europe, chapitre Méditerranée, voilà. Donc tu peux aller chercher les données directement. Et aussi dans les récits, on situe pas vraiment géographiquement. Enfin, on peut deviner à la lecture où est-ce que ça se situe, mais on le dit pas vraiment parce que c'est géographiquement. Mais du coup, c'est, enfin, en tout cas pour tout Quoi, ce la qui... station Hiver Bonheur n'existe pas? Eh ben non. Mais du coup, on s'est quand même appuyé sur des études ou des connaissances, des fois régionales, qui nous permettent justement d'avancer ou de faire où il y a des projections plutôt régionales pour avancer, voilà, tout ce qu'on dit en termes d'impact dans les récits. Pour nous, c'était vraiment important cette démarche scientifique, le fait de créer un lien de confiance avec le lecteur et la lectrice, parce que il y a quelque chose qu'on entend souvent, du coup, comme on travaille sur ces métiers, on voit les retours des personnes qui sont plus ou moins matures sur cette prise de conscience de vers où on peut aller, vers quoi on va devoir faire face. Mais on voit surtout qu'il y a un manque, clairement, de conscientisation de ce qu'est cet impact. Quand on parle, par exemple, dans les larmes sèches, on parle de 70 jours sans eau. En fait, alors peut-être que c'est pas encore parlant parce que ça reste un chiffre, mais quand on le lit, quand on se met à la place du personnage principal et quand on l'imagine, en fait, on se rend compte que c'est complètement inédit comme situation, qu'on n'a jamais vécu ça et qu'on va devoir potentiellement y faire face, qu'il y a une probabilité assez importante que ça arrive. Et donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment ce lien de confiance avec le lecteur et la lectrice qui était primordial pour les amener à se rendre compte que malgré les incertitudes des modèles climatiques, malgré les incertitudes sur comment la société va s'organiser, il faut quand même arriver à visualiser ça. Et donc c'est pour pallier aussi une forme de peur de se projeter, où des fois on va se raccrocher à des excuses un peu peut-être faciles, encore une fois c'est des biais cognitifs, mais de se dire en fait c'est trop incertain donc je vais pas regarder le futur. En fait oui c'est incertain, mais on vous propose quand même de vous projeter dedans et ça doit pallier ce frein de peur ou quand je disais déni tout à l'heure, c'est pas forcément un déni conscient, mais c'est une forme de peur finalement, donc on refuse d'aller là-dedans. Et donc ce lien de confiance il est important pour créer cette attractivité vers les récits. Ouais, tu vois, c'est exactement les mots que j'avais en tête. Pour moi, c'est un peu une arme anti-déni. Je repensais à un truc où hier, je discutais avec un ami qui est très technosolutionniste, très technosolutionniste et qui est persuadé que de toute façon, dans les 15 ans, on va trouver la solution à tout ça. Et j'avais envie de lui dire, mais en fait, tu vois pas ce qui est en train déjà d'arriver et juste en lui assénant des chiffres, j'ai l'impression de toute façon de marteler de la pierre avec de la mousse, quoi. Donc, ça marchait pas vraiment du tout. Et en fait, j'ai l'impression que si je lui avais réussi à lui faire lire un truc, on parlait notamment du ski et des modèles de stations qui ne fonctionnent plus, il était là, oui, mais de toute façon, dameuse électrique, all good. Et en fait, il voyait pas tous les co-impacts. Et j'avais envie de lui faire lire un truc en disant, voilà, tu te mets à la place de cette personne. Et j'ai l'impression que tu peux pas, une fois que tu as lu ça, te dire, ah oui, en fait, on s'en fout, quoi. Et j'ai trouvé ça très fort de ce point de vue-là. Et je crois que ça n'existe pas, en fait, ailleurs. Il y a personne d'autre que vous qui avait fait ça à ce stade où ça existe. En tout cas, on n'a pas identifié que ça existait déjà, sinon on l'aurait pas fait. Mais c'est jamais une bonne raison pour ne pas le faire. Mais... Non, cette démarche, elle est plutôt, a priori, assez nouvelle. Vraiment, se situer à l'interface entre une multitude de connaissances scientifiques et un lecteur ou une lectrice qui va être amené à débattre finalement avec lui-même ou avec ses proches sur les différentes trajectoires possibles. Juste pour un petit... un bémol, mais pour équilibrer un petit peu, je pense que dans le monde scientifique, ça existe. Il y a de plus en plus de scientifiques qui font ce qu'on appelle des démarches art-sciences. Donc, par exemple, de la mise en théâtre, tu vois, de données scientifiques, des choses comme ça. Ouais, la pièce de Coupure. Samuel, je sais plus qui est un des auteurs, un auteur du GIEC. Ouais, typiquement, ou même dans mon labo, moi j'ai déjà vu des collègues bosser sur ce type de projet, mais peut-être pas de manière aussi systématique sur le mariage entre fiction et science. Plus comment est-ce que des personnes sur un territoire, par exemple des habitants d'une ville, conceptualisent la montée des eaux, et donc après font des installations, des choses comme ça, tu as des installations art plastique. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas identifié d'autres projets comme celui-là. Et je pense aussi que ce qui fait un peu l'originalité du projet, c'est d'avoir essayé d'avoir un équilibre entre science et fiction. C'est-à-dire que effectivement, on a une base scientifique très solide. Mais l'idée, c'est que la fiction en elle-même, comme je disais tout à l'heure, qu'elle soit intéressante à lire, quoi. Parce que si c'est juste
comme j'ai pu parfois le lire, des récits, notamment dans des récits qui sont plutôt utopiques, où il n'y a pas de péripéties, parce que tout va bien, le monde est beau, etc. C'est très difficile de trouver le récit intéressant à lire. Quand tu regardes une série, tu regardes souvent... on adore Game of Thrones parce que y a des trahisons, on adore House of Cards, on adore ce genre de série parce qu'il y a des péripéties. Ouais. Même dans Friends, il y a des péripéties. Je prépare un épisode avec Salomé Saké qui a écrit du coup le bouquin Sois jeune et tais-toi. Et dans le bouquin, elle dit on a été mais nourri à la dystopie depuis 15 ans avec les séries divergentes, avec les séries Hunger Games, avec Game of Thrones, avec il y en a un certain paquet. Et c'est hallucinant comme on n'est plus capable d'imaginer un futur qui nous fasse qu'on désire, qu'aujourd'hui on n'arrive tellement plus à se projeter qu'on se projette uniquement dans des futurs qui sont pas des futurs enviables. Et c'est absolument terrible. Et c'est vrai qu'effectivement, tu as peut-être un déséquilibre en faveur de la dystopie, mais la dystopie est quand même importante parce que c'est un peu un garde-fou qui te permet de montrer ce qu'on ne veut pas comme monde et donc de se créer des fenêtres sur vers quoi on aimerait se diriger plutôt que vers... Donc je trouve ça intéressant quand même d'avoir... Et dans nos travaux, effectivement, on n'est pas dans de la dystopie, mais on n'est quand même pas dans de l'utopie non plus. Je pense qu'on peut le on peut le dire. On est dans le réaliste, hein. Enfin, c'est ce que Alexandra disait tout à l'heure. On est parti de faits, de connaissances, d'études, de sources scientifiques, et on a essayé de transcrire ça sous forme narrative, en imaginant des personnages, des péripéties et tout ça, mais... Ouais, alors comment est-ce qu'on fait pour transformer cet art et le faire sortir de notre bulle d'écolo ? Comment est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on le transforme en manga ? Est-ce que notre podcast qu'on vient d'enregistrer, on le diffuse partout ? C'est quoi la prochaine étape ? Est-ce qu'on se met au théâtre du coup ou pas ? Bah ouais, carrément, ça pourrait être... moi, j'imagine qu'en effet, comme on disait, c'est des sujets de débat, en fait. On a envie de se dire, lisons-le, faisons une lecture, je sais pas, dans la rue, dans votre bibliothèque ou autre, et venez, on en débat après. Qu'est-ce qui est... sur le récit, sur l'agriculture, on a effectivement tiré le fil de l'intelligence artificielle, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire de nous ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que quels sont les bénéfices ? Quels sont les inconvénients ? En quoi ça nous rend peut-être plus vulnérables ? En quoi il y a des choses imaginaires positives dans ce système ? Donc, un peu tout ça. Quels sont on a essayé aussi de parler des inégalités sociales, de l'accès à la fraîcheur quand on est en période de canicule, des choses comme ça où on a envie de poser ces idées-là simplement pour ouvrir le débat. Donc oui, la suite, c'est en faire des pièces de théâtre, en faire des lectures à voix haute, proposer ça dans votre entourage, etc. Mais c'est les faire, c'est ne serait-ce que les lire à proprement parler de façon personnelle pour vraiment prendre le temps de conscientiser que non, c'est pas en train d'arriver, c'est pire. C'est vraiment pire que ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pas juste une continuité. Et ça, pour ouvrir une petite parenthèse, on a aussi un effet, c'est pareil, c'est assez documenté, l'infobésité, l'ensemble des informations qui nous saturent le cerveau. Donc on a l'impression que c'est déjà, qu'on connaît déjà l'ensemble de l'ampleur du changement climatique parce qu'on nous le rabâche chaque année et voire plus. Donc je ferme la parenthèse. Du coup, on ne sait pas, on n'est pas prêt ni à concevoir ce qui va arriver ni à y faire face. Donc prenons le temps personnellement déjà de le lire de façon consciente et active, et ce qui est aussi une chose qu'on a oublié de faire, de se poser 15 minutes sans aucune distraction et de plonger dans un récit. Et comme disait Baptiste, on a essayé de faire en sorte qu'il soit captivant pour cela. Et deuxième chose, en parler autour de soi. Et nous, on a un peu ce positionnement-là. On a créé cette matière, on a mis beaucoup d'énergie à la créer. Donc, on a envie qu'elle soit prise en main avec un gros effet boule de neige et un effet elle existe, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on la montre à des décideurs publics, privés ? Est-ce qu'on en parle dans son association ? Il y a tout le monde écolo, finalement. Moi, pour avoir des amis écolos, quand je leur fais lire, ils me disent, bah oui, en fait, j'avais pas compris que ce serait comme ça. Ou ça ouvre toujours une nouvelle porte d'entrée. Je pense qu'on soit écolo, qu'on soit pas, on le lit différemment et ça a besoin justement d'être maturé aussi en soi. Une France à 2 degrés, c'est pas juste on enlève un t-shirt, quoi. Non. Si. Non, bien sûr que non, malheureusement. Mais oui, effectivement, juste pour rebondir, je pense aussi qu'on s'est beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on allait adapter ces récits-là, parce qu'ils sont à l'écrit, ils sont sur un site internet. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moins de monde qui lit qu'avant. Il n'y a pas tant de monde que ça qui lit sur un ordinateur. Les personnes qui lisent vont lire sur du papier. Donc, quel type de support peut être intéressant ? Et donc, il y avait effectivement la partie podcast, qui est très clairement une de nos pistes. Hyper chaud pour faire ça avec vous. Ok, super. Très heureux de le savoir. On serait très partant aussi. Mais l'idéal serait de faire un jour une série télévisée.
HBO ou... Allez, Ouais, on va monte falloir- les ambitions. on va Il les va falloir réécrire. développer Si un petit jamais peu il y a des plus producteurs dans les histoires, là. auditeurs. Ouais, il y a un truc qu'on n'a pas trop abordé là, c'est on a parlé d'une situation de qu'est-ce qui peut se passer à un niveau ponctuel, mais on n'a pas parlé trop des co-bénéfices en fait. Est-ce que vous mentionnez des co-bénéfices dans vos récits au fait de faire mieux les choses? Bon, il y a eu tout le projet La France s'adapte avec une grande réunion de clôture la fin janvier par Christophe Béchu, avec 4 piliers qui étaient importants, qui étaient autour de la santé publique, des co-bénéfices pour le patrimoine naturel, pour la réduction des inégalités. Est-ce que c'est des choses qu'on peut retrouver dans vos récits? Alors oui, pour certains, mais après, le but des récits, c'était surtout parler des impacts et pas forcément parler de solutions d'adaptation. Donc, il y a des récits, enfin en tout cas, on le voit à travers les récits, il y a comme on disait, des choix qui ont été faits, donc des coopératives, enfin, il y a plein de possibilités. Donc, on peut, dans certains récits, voir justement les co-bénéfices. Et il y en a où il y a pas forcément de mesures d'adaptation qui ont été mises en place. C'est un peu une continuité de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on peut imaginer que finalement, d'ici là, on espère en tout cas qu'il y aura des mesures d'adaptation pour éviter les impacts dont on parle dans les récits. Mais voilà, ça va vraiment dépendre des histoires en fait. Donc, finalement, l'objectif, c'est que les récits n'arrivent pas, presque. Oui et non. Enfin, pour le coup, c'est l'exemple que tu prenais, Orléna, est assez intéressant. C'est que, par exemple, pour la partie agricole, on a quand même mis en avant une certaine forme d'hypothèse de notre part, c'est que la collaboration, la partie collective, va être une forme de résilience. C'est un facteur de résilience de se mettre en commun parce que, du coup, donc à l'échelle d'un territoire, en l'occurrence, dans ce récit-là, où on imagine une forme de solidarité entre les coopératives agricoles qui elles-mêmes, du coup, sont sous forme de coopératives. Et donc ça, on l'observe quand même. On sait que cette forme d'organisation-là, elle va être plus résiliente par rapport à une perte de rendement agricole. On va mettre en commun certains revenus, etc. Donc il y a du positif. Si on reprend peut-être le terme utopie, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas il y a des choses qui sont intéressantes à mettre en avant. Et après effectivement, on montre aussi du coup des effets délétères qu'on a envie qu'ils ne se passent pas, comme dans le récit sur on a le calme après la tempête où il y a à la fois une canicule et une épidémie de dengue. Bon là. En fait, la question, c'est pas est-ce qu'on a envie que ça arrive ou pas, cet impact-là, parce que la multicrise, la superposition de crises est probable et il faut y faire face. Par contre, on voit que les urgences ne sont pas prêtes. Quels effets ça a? Ça a des effets en termes de santé publique, tu le citais. Là, c'est un enjeu crucial. On parle de morts, on parle de personnes... On cite une personne, on parle des ouvriers qui travaillent en extérieur. Là, il y a déjà des morts aujourd'hui sur ce secteur-là. Donc, on parle justement de... Là, c'est les effets délétères et donc, oui, il faut les éviter. Mais c'est pas une généralité. Enfin, c'est des pointés comme ça, des choses que, oui, on souhaite qui n'arrivent pas. Enfin, quand on parlait de maladaptation, c'était le premier terme que tu utilisais. En fait, aujourd'hui, la maladaptation, c'est des conflits sociaux sur des ressources qui sont communes comme l'eau, comme les terres, sur la question du sol. La maladaptation, c'est des morts en plus ou des blessés en plus. Enfin, c'est ça la maladaptation, en fait. Et c'est ça qu'on veut éviter, évidemment. Et quand même sur les co-bénéfices, justement, dans le calme après la tempête, il y a un moment où on parle de la végétalisation en ville, qui n'est pas la solution absolue à tout et qui peut avoir des limites. Mais en l'occurrence, le personnage qui est une médecin urgentiste, donc qui sort de son shift qui était particulièrement éprouvant, marche dans une ville qui ressemble bien évidemment à Paris, dans une chaleur étouffante. Et quand elle passe à côté des parcs qui sont ouverts la nuit, en fait, elle décrit aussi le fait que on a créé de nouveaux parcs, on a végétalisé, on a créé des boulevards végétaux. Et dans ces zones, ce qu'elle entend, c'est des gens qui rigolent, des gens qui font la fête, des gens qui boivent des verres entre amis, si les gens veulent boire des verres entre amis. Et je pense que ça fait le pont avec le fait que dans nos récits, on a essayé de montrer que certes, il y a des impacts qui seront très importants, négatifs, mais il y a aussi, on continuera à rigoler, on continuera à être solidaires les uns envers les autres, on continuera à vivre tous ensemble, on l'espère. Il y aura toujours des moments positifs dans la vie. Et finalement, dans la végétalisation, par exemple, un des co-bénéfices dont on parle pas, c'est aussi ça, c'est le lien social, quoi. Donc, végétalisons, nos villes, construisons des parcs, et on aura peut-être une population encore plus soudée, et en période de crise, au moment où ça tape, ça sera à ce moment-là aussi qu'on sera plus résilient, moins vulnérable aux effets du changement climatique. C'est une très belle conclusion. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a complètement oublié d'aborder, que vous auriez voulu adresser? On pourrait continuer à parler de ce sujet des heures. Donc, Ouais, clairement. Bon, là, on est déjà à 50 minutes d'épisode, donc on va en profiter pour clôturer. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui sont restés jusque-là. Si vous êtes là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré.
si vous êtes resté jusqu'au bout. Donc bravo pour ça, et puis n'hésitez pas à mettre une note et des commentaires sur les plateformes d'écoute, ça nous aide énormément à progresser. Merci à tous les trois d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. C'était très très cool, et j'espère que vous irez regarder sur lafranceà2degrés.fr les autres récits, parce qu'on vous en a sorti un aujourd'hui, mais il y en a d'autres, et peut-être qu'il y en a qui sortiront en podcast bientôt, on ne sait pas. À très bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.